À quoi vous pensez à cet instant-là? Je pense justement à ne pas bouger. Je pense qu'il y a une des prochaines balles qui sera pour moi, mais il n'y a rien à faire, donc j'attends. Voilà. Mais je ne me suis pas vu mort, jamais, mais j'attendais la balle quand même. Je me dis, ça doit arriver, ça va arriver, puis c'est pas arrivé, heureusement pour moi. Voilà. Ce matin pour rendre hommage aux victimes de l'attentat commis en ce même lieu. Mesdames, messieurs, c'est toujours compliqué un jour anniversaire. Ces cérémonies sont à la fois quelque chose qui permet d'avancer, mais c'est aussi une étape et toute étape est compliquée. Certaines d'entre elles n'ont pas souhaité venir, d'autres au contraire n'auraient manqué ça pour rien au monde. Et nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à passer ce cap. C'est très important d'être entouré, d'être écouté, de se sentir aidé donc par les proches, par la famille, par les amis. Donc moi, j'ai intégré l'association Life for Paris, qui a un soutien constant, tant au niveau humain que dans les démarches qu'on doit effectuer également de manière administrative. Voilà. Et donc nous avons décidé de créer un centre de résilience qui permettra d'étayer les recherches et le suivi des victimes. Nous avons aussi pris conscience de l'importance pour les victimes qu'elles puissent réaccéder à l'emploi ou à une formation. Et donc, il y a des tables rondes qui sont d'ores et déjà tenues pour permettre cet accès très individualisé, finalement, et ce retour à l'emploi dans des conditions qui dépendent de chaque personne. Je me réjouis que ce centre de résilience pour lequel nous avions décidé de le mettre en place soit retenu par l'actuel gouvernement. Il sera évidemment pas doté de 27 millions d'euros parce que 27 millions d'euros, en fait, c'est le budget de toute l'aide aux victimes du ministère de la Justice qui comporte l'accès aux droits et un certain nombre de mesures qui aident pas les victimes de terrorisme, mais toutes les victimes. Donc, ce centre de résilience, c'est une bonne chose, nous l'avions voulu. La question, c'est évidemment comment il sera réellement doté. Et surtout, le vrai sujet, c'est à quelle échéance il sera mis en œuvre. Donc, nous étions tous ensemble dans la rue à faire le maximum, à essayer de se coordonner le plus efficacement possible pour une situation qui, certes, était quelque chose que nous savions qui pouvait arriver, pour laquelle on s'était préparé. Le matin même, d'ailleurs. Le matin même, nous avions réalisé un exercice de coordination, SAMU, pompiers, hôpitaux. L'assistance publique avait beaucoup investi sur ce sujet. On avait eu, je dirais, carte blanche pour se préparer. Et après l'attentat de Charlie Hebdo, on savait que ça pouvait arriver. Nous, moi je suis arrivé assez rapidement avec ma colonne d'assaut, le gros des troupes. Et quand on a pénétré dans cette salle, quand j'ai pénétré dans cette salle, c'était une horreur. Il y avait des cadavres, des blessés, du sang, et il fallait aller de l'autre côté de la salle pour figer, pour maintenir les deux terroristes qui restaient, puisqu'il y en a un qui... Ils étaient au premier étage? Alors, ils étaient au premier étage, mais naviguaient, ils étaient derrière, dans une pièce derrière, et ils naviguaient entre le premier étage et le rez-de-chaussée, parce qu'il y avait un escalier avec un demi-palier qui leur permettait d'aller en bas, donc ils allaient du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et le raid s'est occupé du rez-de-chaussée et la BRI du premier étage, donc on a coordonné cette opération de cette manière. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit et les services antiterroristes sont extrêmement mobilisés. Est-ce que la menace est toujours très élevée? Bien sûr. Bien sûr, elle est très élevée. Et il ne faut pas s'imaginer que parce que Daesh sur les théâtres d'opération a subi des revers, il ne faut pas s'imaginer que pour autant son appareil de propagande se soit tu.
On le sait, on le voit. Nous sommes restés à quelques dizaines de mètres du Bataclan. Moi, je me rappelle de toutes ces personnes, ceux qui avaient survécu, ceux qui n'étaient pas blessés, mais le regard de frayeur, de terreur, mais le regard aussi vide après ce qu'ils avaient vécu, ce qui venait d'endurer. Mais comment vous le ressentiez, vous, trois ? Avec une immense peine, et une immense peine, et en même temps une très grande préoccupation, parce que nous nous rendions bien compte que nous n'étions pas en janvier 2015, après ce mouvement de solidarité, presque cette force communicative d'être ensemble au moment de la manifestation du 11 janvier. Le niveau de menace reste évidemment élevé. Alors les spécialistes distinguent parfois la menace exogène et la menace endogène. La menace exogène, c'est la menace qui viendrait de l'extérieur et qui consisterait en l'envoi par Daesh, Al-Qaïda, je ne sais quelle confédération terroriste, d'un commando ou d'un individu qui viendrait commettre sur le territoire national un acte terroriste. Et puis la menace endogène, c'est le passage à l'acte d'un homme ou d'un groupe de terroristes qui, déjà sur le territoire national, souhaiterait passer à l'acte. Les deux menaces restent élevées.